Aujourd'hui, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le projet d'arrêté en première lecture. Le 27 février exactement, le texte est actuellement soumis à la section législation du Conseil d'État et la ministre présentera la version définitive au gouvernement avant la fin du mois d'avril. Donc comme nous l'avons déjà abordé en regardant ces deux capsules, c'est clair que le nouveau décret annonce vraiment un tournant marquant après 10 ans avec la même ministre de la Culture, Fadila Al-Hanan. J'aimerais bien commencer le débat donc en passant la parole à Sophie Lévesque et pour te demander pour toi quels sont les éléments effectivement les plus marquants, comment s'annonce ce tournant? Mais ce tournant, en fait, ce n'est pas vraiment une révolution. C'est-à-dire que je pense que ce décret, tel qu'il va être mis en œuvre, c'est surtout un retour aux sources d'abord, en fait. Depuis les sources des centres culturels, on parlait de développement culturel d'un territoire. Puis on avait un petit peu perdu ce concept de vue. Qu'est-ce que c'était que le développement culturel? Qu'est-ce que c'était ce territoire? Et en fait, on a voulu retourner à ces sources de réflexion sur le local, oui, l'ancrage local évidemment, avec le partenariat avec les niveaux de pouvoirs communaux, etc. Mais aussi, quel est l'environnement dans lequel on vit? Qui sont les gens qui sont autour de nous? Et comment, ensemble, mener une réflexion sur la société? Et je crois que c'est vraiment ce retour aux sources, cette notion de territoire qui revient dans une définition qui est très ouverte, évidemment. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Lucien quand il parle de transgression de frontières. On est vraiment dans ce travail de territoire ouvert et avec des échelles différentes et des notions qui ne doivent pas être enfermantes, évidemment. Mais bon, voilà. Alors c'est vrai qu'après ces interventions très riches, moi j'ai du mal à rebondir. Mais donc je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'une révolution, mais plutôt d'un retour aux sources qui pourtant fera révolution pour certains, parce qu'on avait un petit peu perdu le référentiel de la base, de la mission des centres culturels, qui était vraiment cette mise en action de la culture à un échelon local ou à un échelon plus large. On avait imposé l'échelon de l'arrondissement, qui était un échelon administratif de territoire aux centres culturels régionaux, avec des fortunes diverses. Cet échelon-là, en fait, il devient plus libre, puisqu'on attend que les centres culturels s'associent pour développer ensemble une action sur un territoire plus large. Voilà, donc il y aura toute une remise en questionnement, en fait, de l'action, surtout. Une façon de repenser les choses avec un référentiel qui nous a semblé assez riche, qui est un peu la façon d'articuler la finalité de l'action des centres culturels, qui est le droit à la culture. Et donc, en fait, que vise-t-on à travers l'action des centres culturels? C'est le développement de l'exercice des droits culturels. Donc, davantage d'exercice des droits culturels et plus d'égalité dans cet exercice. C'est vraiment fondamental. Ça nous permet d'avoir un horizon et aussi un référentiel d'analyse. De ne pas partir uniquement d'un système d'offres, d'activités, de programmation artistique, etc. Mais aussi de décentrer le regard et de se dire, bon voilà, nous sommes ici, d'abord, avec les personnes qui portent le centre culturel, les pouvoirs publics et les associations, les particuliers, les groupes, les collectifs, les individus qui se trouvent sur notre territoire, les habitants. Et avec eux, on va se demander, en fait, comment s'exercent ici aujourd'hui les droits culturels? Quels sont les obstacles que les personnes rencontrent dans l'exercice de leur liberté de création et liberté d'imagination? Comment développer les imaginaires, les ouvrir et comment inventer? Enfin, quels sont les enjeux qui se dessinent aujourd'hui? Quelles sont nos craintes, nos rêves, etc. Et comment, à partir de là, développer un projet ensemble, toujours dans une dynamique institutionnel assez complexe, entre le public, le privé, et les enjeux communaux, les enjeux provinciaux, les enjeux communautaires, et le local et l'associatif. Enfin, voilà, tous les niveaux. Je pense que cette notion de territoire est très ouverte, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, donc comme tu viens de le dire, exercice des droits culturels et comme Lucien le citait, donc un centre culturel qui n'est plus posé sur son territoire mais qui va vraiment être en synergie avec le territoire et faire remonter, être en connexion avec ses ressources, sa population, son histoire et faire remonter vraiment
les désirs, les souhaits, les besoins, pour définir et vérifier si tout l'exercice des droits culturels est bien exercé sur le territoire. Alors, cette fonction, enfin, cette mission des centres culturels, aujourd'hui comme hier et comme demain, c'est vraiment quelque chose qui est porté par une équipe de centres culturels. Est-ce que les équipes aujourd'hui, et Jacques-Yves terminait en disant que l'enjeu pour lui, c'était justement l'emploi en ce jour de manifestation ou de front commun, justement pour le droit à l'emploi ici à Bruxelles. J'aimerais bien revenir sur à la fois l'équipe qui va mener au cœur des centres culturels cette démarche d'aller vers le territoire. Est-ce que l'équipe est outillée? Est-ce qu'elle est suffisante? Je croyais que tu allais le passer. Non. Voilà. Non, parce que quand on se donne cet enjeu-là, il faut vraiment le poser comme une visée. Parce que si on le pose comme une réalité, on va dans le mur. La situation est loin d'être satisfaisante pour pouvoir atteindre cet objectif. Enfin, moi, je le vis sur une ville de 185 000 habitants. Nous sommes une équipe d'une quinzaine d'équivalents temps plein. Et quand on enlève la régie, l'administration, enfin tout ce qui sont les métiers qui font vivre, mais qui ne sont pas vraiment sur l'action culturelle en ligne directe, ben, ça reste quelques personnes pour 185 000 habitants. Enfin, c'est ridicule, véritablement ridicule. Et on ne peut pas y arriver. Il faut être clair, on ne peut pas y arriver, sauf à travailler en réseau avec d'autres partenaires qui sont à peu près dans les mêmes conditions que nous. Je pense aux bibliothèques, je pense aux centres de jeunes, je pense aux organisations d'éducation permanente, etc. Et si je prends le territoire de la ville, ben, ça fait un paquet de gens à ce moment-là. Et ça devient un peu plus raisonnable de réfléchir une visée comme celle-là, si on peut travailler en synergie avec ces secteurs. Et c'est ce que je disais dans la capsule, c'est qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est effectivement de décloisonner et de permettre à, non pas l'équipe du centre culturel, mais à une série d'acteurs culturels avec leurs équipes, d'avoir le même type de visée. Et ça, je crois que c'est ce qui est intéressant aussi au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est que plusieurs décrets maintenant vont dans le même sens. Alors, ils ne sont pas encore véritablement phasés. Les bibliothèques terminent leur contrat-programme, qui ne s'appelle pas contrat-programme, mais c'est à peu près la même chose. Alors que nous, on va commencer, les maisons de jeunes l'ont déjà rentré, etc. Et tout va dans le désordre, hein, si on peut dire ça comme ça. Sinon, que ça, c'est de la technique administrative et que sur le terrain, on parvient aujourd'hui, en tout cas, c'est la situation qu'on commence à vivre à Liège, à se parler, à travailler ensemble et à mettre les choses en synergie. Dans cette perspective-là, on peut imaginer que sur une population de 185 000 habitants, sur 12 quartiers qui sont découpés sur la ville, on peut commencer à faire un travail avec ces populations et avoir leur retour. Autrement, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Alors voilà, maintenant, chacun a son objectif aussi. Le centre culturel a le sien, la bibliothèque a le sien, etc., etc. Donc ce n'est pas tout à fait simple non plus. Ça demande une énergie pour arriver à ça, qui est parfois impressionnante. Mais c'est la seule voie, je pense, c'est d'ouvrir le plus de passerelles entre secteurs pour pouvoir y arriver. Jacques-Yves ? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, l'enjeu des équipes, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les moyens humains sont souvent réduits et on est souvent amené à bricoler, à avoir des systèmes D, etc. Mais il y a surtout deux phénomènes que j'identifie. Moi, c'est le fait qu'il y a un phénomène de professionnalisation de ces métiers-là. Qui nous amène quelque part à rentrer vraiment dans des métiers structurés où on reproduit une série de techniques et de manières de savoir-faire, etc. Et ça, c'est une première chose.
et qui forcément se trouve en porte-à-faux par rapport à des énergies militantes, des énergies engagées, qui sont pourtant nécessaires pour faire tourner ces projets socio-culturels, socio-artistiques, parce que c'est souvent en dehors des horaires habituels, c'est le week-end aussi, ça implique des tas d'autres dimensions dans nos chemins de vie qui se croisent. Et donc, il y a cette approche de professionnalisation du métier, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a cette idée qui, à mon avis, est problématique, qu'il y a d'un côté celles et ceux qui organisent des choses, et de l'autre côté, d'une sorte de limite imaginaire, celles et ceux qui sont les bénéficiaires de ces choses organisées. Et je pense qu'il y a un enjeu là, et il me semble aussi que le nouveau décret est une belle occasion de réinventer tout ce système, c'est de considérer que tout être humain est bénéficiaire de ces projets. Et donc, je remonte un peu en avant sur ces équipes qui se professionnalisent et tout ça. L'équipe, c'est comme ça que j'aime bien considérer les choses, l'équipe d'un centre culturel doit être la première bénéficiaire des actions, des projets du centre culturel. Ça veut dire que on peut pas avoir des galériens qui sont sur un bateau incroyable et qui rament comme des sauvages et qui suent avec, vous voyez l'image, et tandis que les autres, les bénéficiaires, sont au premier étage avec des projets magnifiques, quoi. Ça ne marche pas, ça. Il faut que ceux qui mettent en œuvre les projets ne soient pas des galériens. Voilà, cette image-là, j'y tiens beaucoup. Et donc, il faut vraiment commencer par soi-même, son épanouissement personnel. Et j'insiste beaucoup sur l'importance de l'épanouissement personnel de chaque membre d'une équipe qui porte un projet socio-culturel, socio-artistique. C'est essentiel. Parce que sinon, ça ne rayonne pas, ça ne bouge pas, les rencontres ne sont pas bonnes, la disponibilité aux autres n'est pas bonne, l'écoute est de travers, on se plante, quoi. Et on est en décalage. C'est comme si on était dans un... Je sais pas, moi j'ai une multitude de métaphores pour évoquer ça, mais c'est comme si un cuisinier qui travaille dans un truc super, vraiment raffiné, etc., ne se nourrissait que de junk food, quoi. Ça ne va pas, c'est pas possible. Il faut une cohérence. Or, ce sont des enjeux qui sont porteurs de sens profonds, tout ça, puisqu'on parle quand même d'épanouissement personnel, de lien aux autres, de rencontre avec la diversité, de respect de soi-même et des autres, toutes ces valeurs qui sont fondamentales dans tout ce qu'on développe. Donc, l'enjeu des équipes, évidemment, et moi j'en parle toujours, je pense que c'est vraiment central. Nous devons être les premiers bénéficiaires de nos actions socio-culturelles et socio-artistiques. La professionnalisation nous amène à reproduire des modes de fonctionnement aussi, à devenir peut-être des sortes d'experts qui risquent, je ne dis pas que c'est le cas toujours, mais risquent de louper les étapes de remise en question aussi. Et je trouve que l'analyse partagée telle qu'on l'envisage, etc., est vraiment une occasion formidable de, peut-être pas faire tabula rasa, mais quand même de faire un rangement, là, de dégager et de se reposer les questions qu'on ne se pose plus parce qu'on a l'impression de se les être posées tellement souvent ou on ne les pose plus. Et donc de re-questionner des choses qui semblaient évidentes, ou qui semblent évidentes, mais qui ne le sont pas, en réalité, qui ne le sont plus, parce que ça a bougé, ça a changé, parce que la société bouge, quoi. Enfin, il y a plein de choses à raconter par rapport à ça, mais en tout cas, l'équipe, oui. Parce que l'être humain, d'abord, tout le monde est bénéficiaire de ça. Voilà, je vais poser encore une question à Sophie, pour rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, Jacques-Yves. Dans la capsule vidéo, tu disais que tu avais senti un réel intérêt pour des critères d'évaluation de la part des politiques culturelles qui étaient moins sur l'événementiel et sur le résultat rapide et visible, mais plus sur des stimulations de liens associatifs, de collectifs, voire de travail sensible. L'analyse partagée en vue d'un développement territorial, ce que tu viens de formuler en termes de se reposer les questions qu'on ne se pose plus, là aussi, ça demande du temps et ça ne va pas donner des résultats visibles tout de suite. Est-ce que, par rapport à ça, Sophie, tu sens vraiment qu'au cœur des politiques culturelles, il y a ce souci, il y a ce changement, cet intérêt pour justement mise en place de dispositifs peut-être qui n'ont pas des résultats directement visibles, mais plus des résultats, une démarche plus sensible, plus participative, de proximité?
Mais je pense qu'effectivement, le renforcement de dispositifs tels que celui de la lecture publique ou des centres culturels ou des maisons de jeunes va dans le sens de la recherche d'un maillage de structures qui ont une action de fond, en fait, une action de base sur un territoire, une action décentralisée. Et oui, je pense que ça va dans ce sens-là. Il y a aussi parfois le réalisme des moyens qui fait qu'on est davantage à la recherche d'une mise en cohérence et de synergie, puisque c'est vrai qu'un centre culturel, avec les moyens qu'on lui donne, ne sera jamais qu'un des acteurs possibles d'un développement culturel à un endroit donné. Donc c'est vrai qu'on mise un peu sur l'intelligence, la dynamique des opérateurs, et qui est parfois difficile, c'est vrai, parce que les enjeux sont divers, les personnalités sont là aussi pour parfois faciliter les choses, parfois mettre des bâtons dans les roues dans la mise en commun de projets. Oui, on est vraiment dans ces dynamiques-là. Dans le nouveau décret, par exemple, en fait, on admet la diversité du secteur et les projets particuliers qui ont pu parfois naître au départ de personnalités, d'animateurs qui avaient davantage d'attrait pour une esthétique ou pour une autre. On admet ça, mais on essaye d'inciter la mise en réseau en fait, de ces spécialisations, par exemple, pour que ça ne se perde pas, que ça ne parte pas de nulle part pour retomber sur nulle part, ou bien simplement rester un échelon totalement local et parfois sui generis, inexpliqué. Donc vraiment que ça se mette en réseau et qu'il y ait une réflexion qui se partage autour de tout ça. Mais voilà, Lucien en parlait, hein, quand on cherchait à intégrer l'action culturelle, l'action artistique et parfois les enjeux en aval, en amont, on est dans cette recherche de cohérence, je pense. Que ça se traduit par une attention plus importante aux dynamiques de terrain et peut-être au soutien structurel. Mais la ministre l'a montré récemment, puisqu'elle a dû faire des choix budgétaires. Elle a tenté de favoriser le maintien des soutiens structurels, etc., au détriment d'autres investissements plus ponctuels peut-être, plus événementiels. Ça reste encore à discuter. Voilà. Mais moi, je suis très favorable aux événements. Pas s'ils sont pris comme étant l'objectif. Là, évidemment, c'est du one-shot, comme on dit, et puis c'est tout. Mais si nous avons pu faire du réseau avec des partenaires, c'est parce que nous avions des événements à construire ensemble et qu'il y avait quelque chose de visible, quelque chose d'ambitieux, un véritable défi qui était posé dans tel ou tel domaine. Et on l'a fait avec la Biennale de la photographie, qui est en cours là maintenant. Mais c'est des dizaines de partenaires qui sont sur ce projet. C'est des gens qu'on n'a jamais vus, qui sont là et qu'on peut rencontrer, avec qui on peut discuter. Et on sait que dans le domaine des arts plastiques, c'est un domaine qui est pas simple à rencontrer. On l'a fait avec le Tempocolor, on l'a fait. Et c'est parce qu'on met des événements en avant que le travail de réseautage, que le travail de participation, que le retour des populations peut se faire. Donc je ne crois pas trop non plus à... On va aller dans les quartiers, écouter les populations qui vont nous dire enfin ce qu'elles souhaitent en matière de culture. Je crois que ça va être extrêmement désolant. Enfin, mon intuition, c'est qu'on va se rapprocher du suicide en faisant ça. Parce que, et beaucoup d'enquêtes l'ont montré dernièrement, quand on interroge les populations sur leurs pratiques culturelles, c'est à pleurer. Parce qu'en face de nous, on a des machines médiatiques, etc., qui ont enfermé les gens devant leur écran. On a des ordinateurs aujourd'hui, on en a tous ici, nos GSM, etc., les réseaux. C'est là-dessus que la plupart des gens se concentrent aujourd'hui. Et en termes de pratiques culturelles, de pratiques dynamiques, de pratiques d'ouverture, etc., je pense qu'on en est loin. Donc aller chercher les gens comme ça de manière un peu, sur des besoins qu'ils auraient, qu'ils ne nous ont pas donnés, je n'y crois pas un instant. En revanche, créer des moments culturels forts, qui mobilise les gens, qui les fasse venir, sortir de chez eux, faire sortir quelqu'un de chez lui. Déjà ça, c'est impressionnant. Hein. Je veux dire, moi j'ai mon vieux père, pour le faire sortir de chez lui, je peux vous dire, c'est une aventure. Mais la plupart des populations, je pense que c'est ça qu'elles vivent. Et donc, attention de dire les événements, on n'en veut plus. Si le décret dit ça, ce serait... Il ne le dit pas. Hein. Il ne le dit pas. Mais moi, je suis assez favorable à soutenir des événements pour peu
que l'événement ne soit pas posé comme l'objectif final, mais comme un lien dynamique justement à cette construction de réseau, à cette rencontre des populations, etc. Oui. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que Lucien vient de dire, avant de passer la parole au public? Si je peux, puisque j'ai encore le micro. Non, c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimée sur l'aspect événementiel. C'est vrai que même dans le décret, on parle de mobilisation des populations dans une analyse partagée du territoire. C'est parfois très mal compris. Il s'agit en rien, effectivement, d'un référendum ou d'une consultation populaire, encore moins d'une recherche d'une expression de besoin. On ne cherche pas à ce que les gens expriment spontanément des besoins culturels. Ce serait, je pense, une mauvaise attente. Non, il s'agit vraiment d'une démarche d'animation et d'une recherche de participation. Et donc, effectivement, des projets, s'ils sont bien conçus, avec une finalité qui parfois les déborde. C'est pas l'événement qui est en lui-même sa finalité, mais alors là, effectivement, on va aller trouver une mobilisation. Ce travail d'analyse partagée du territoire n'est pas une compilation de ressources scientifiques, ça n'est pas un diagnostic territorial. On a souvent confondu les deux notions, et ça n'est pas du tout le cas. On cherche vraiment un boulot d'animation culturelle, d'abord et avant tout de recherche de participation. Et ça peut être très ludique, ça peut être aussi la mobilisation à travers le plaisir de partager un événement culturel. Bon, ben oui, effectivement. On ne doit pas rejeter en bloc tout ce qui apparaît comme événementiel. Voilà. Je m'étais peut-être mal exprimée là-dessus. Oui. Moi, j'ai juste envie de dire qu'il y a une infinité d'approches possibles. Et que l'intérêt, c'est de garantir la diversité, c'est galvaudé ce mot, mais c'est de garantir la diversité des approches. Et ça doit coexister, ça doit s'enrichir, et ça doit rebondir. Et après, je crois qu'il n'y a pas de recette de toute façon. Il faut explorer, il faut faire des expériences. Et moi, je sens que le rôle d'un centre culturel, c'est de créer des espaces de possibles. Et ça veut dire mettre en place des conditions pour que des choses que l'on n'a pas, dont on n'a aucune idée, qu'on ne peut pas imaginer, puissent justement se produire. Et le gros obstacle à ce genre de choses, c'est de projeter sa compréhension de l'autre ou son idée qu'on a de l'autre en a priori, quoi. Et donc, on ne s'autorise pas à créer certains espaces possibles en pensant que les jeunes vont sans doute réagir comme ça, les vieux vont sûrement faire ceci, ou vont penser que... Prendre le risque que ça puisse effectivement se passer autrement qu'on a toujours pensé que ça se passe. Et ça, c'est très jouissif, en fait, comme métier, hein, de pouvoir, et comme dynamique, de pouvoir créer des espaces de possibles qui n'existent pas encore, quoi. Et là, je pense qu'il y a des enjeux formidables, d'où la stimulation des imaginaires dont on parle. C'est ça. Autorisons-nous à être créatifs, à être audacieux dans notre créativité. Rigoureux, bon gestionnaire, tout ce qu'il faut, on sait ce que c'est. Hein, l'animateur, directeur qui doit faire tout le bazar et tout ça. Hein, très rigoureux et complètement fantaisiste à la fois et tout ça. Mais justement, autorisons-nous cette audace d'autres possibles. Je pense que c'est pas uniquement la réalité de centres culturels, quoi. C'est dans les écoles qu'on peut faire des trucs comme ça aussi. Les profs et tout ça qui inventent des trucs tout d'un coup. J'ai lu récemment, je partage ça avec vous, un truc terrible, amusant. Un prof qui n'arrivait pas à se faire entendre, ses élèves chahutent, etc. Et il leur dit, bah écoutez, c'est bien simple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent, moi j'ai jamais vu ça, mais Games of Thrones ou un truc comme ça. Si vous continuez à faire du chahut, moi j'ai lu tous les bouquins, je vous dis ce qui se passe dans l'épisode prochain. Je veux dire, c'est une manière d'être créatif dans son enseignement et de se connecter à une autre réalité. Il y a plein de possibilités d'ouvrir de nouveaux champs. Et je trouve que dans nos domaines à nous, on a cette responsabilité d'être inventif, créatif et de créer des espaces où tout un chacun peut l'être. Voilà. Voilà, je pense que je vais vous passer la parole maintenant. Est-ce qu'il y a une première réaction par rapport à ce qui a été dit? Et je vais vous demander, c'est peut-être au moment où vous prenez la parole de vous resituer, de dire brièvement d'où vous parlez.
Donc bonjour, moi je m'appelle Romain Pringles et je suis étudiant en Master 1 en ACEP. Donc on est peut-être amené à travailler dans les centres culturels. ACEP c'est animation socioculturelle et éducation permanente. Voilà. Et je me demandais justement par rapport à ce nouveau décret, moi je n'en avais pas entendu parler. Donc j'apprends sur le tas ce qui va arriver. Et je me demandais comment le monde associatif avait pu réagir à ce nouveau décret, puisque je me demande si j'ai d'autres points de vue sur ce décret qui ont pu exister avant son élaboration, ou voilà, si c'était possible d'avoir. Ok, donc peut-être Sophie. Mais peut-être préciser quand même que ce décret, il a été élaboré de manière assez participative. En tout cas, la ministre a souhaité le mettre en œuvre comme ça. Bon, pour ne pas le citer, Lucien a participé à des groupes de travail, et donc ça a été réfléchi avec le secteur et en essayant de trouver des principes qui convenaient à tous et qui répondent à la fois à une certaine réalité, à un besoin de changement et d'amélioration du cadre légal qui existait avant, mais aussi à impulser des dynamiques qu'on souhaitait ensemble, en fait. Donc, je vais peut-être passer la parole à Lucien qui expliquera peut-être. Oui, c'est ça. Juste pour préciser qu'en fait, dans le cadre législatif belge et du pacte culturel, il y a une série de commissions consultatives qui sont mises en place et qui sont constituées. Il y a des règles. En fait, le pacte culturel induit. Il y a des règles concernant la constitution des commissions consultatives, et donc celle des centres culturels s'appelle la 3C. Et donc, elle a été vraiment, tous les acteurs présents à la 3C ont été partie prenante dans la construction et la réflexion autour, en fait, de la rédaction du nouveau décret. Oui, donc, il y a déjà quelques années maintenant, sur l'hypothèse de ce nouveau décret, on était quelques animateurs directeurs, je pense, oui, quelques-uns, on était une dizaine. On s'est réunis au Centre culturel du Brabant Wallon, si mes souvenirs sont bons. Et deux choses à dire. La première, c'est que notre sentiment, c'est qu'il n'y a pas un centre culturel qui ressemble à l'autre. Ils sont tous extrêmement différents. Et c'est tant mieux. Donc on ne voulait pas toucher à ça. Mais il nous semblait qu'il y avait un tronc commun, malgré tout. Et donc ce qui nous a préoccupés, c'est d'aller chercher ce tronc commun. D'essayer de comprendre, qu'est-ce qui fait le lien, même si c'est la diversité qui est au rendez-vous. Et la deuxième chose était alors plutôt par rapport à l'environnement, c'est-à-dire d'autres partenaires culturels qui sont sur les territoires. Qu'est-ce qui fait la spécificité vraiment du centre culturel? Entre un théâtre et un centre culturel, alors que les deux vont programmer le même spectacle, qu'est-ce qui fait qu'un est un théâtre et l'autre un centre culturel? Même chose par rapport à un centre d'art contemporain, alors que parfois un centre culturel va faire une exposition d'art contemporain. Qu'est-ce qui va le distinguer d'un centre d'art? Et faisant cette analyse, ayant cette réflexion, je pense qu'on a construit une grille qui a constitué vraiment le tableau de bord de ce qu'allait devenir le décret. Donc le décret n'a pas été fait par un pouvoir très lointain du terrain. Ça a été fait évidemment et construit par la communauté française, bien évidemment. C'est eux qui en ont la responsabilité et la manœuvre. L'administration et l'inspection y ont amené énormément de choses, que ce soit Sophie ou Luc Carton, qui ont vraiment été des acteurs directs. Le politique était autour de la table. Les associations aussi. Mais je crois, comme le dit Sophie, qu'effectivement, la construction, on n'a pas été étonné de voir arriver le décret, on le connaissait. Enfin, on l'a construit. Et je crois que ça a été la même chose pour le terrain, c'est-à-dire que quand on a dévoilé ce qu'était le décret, chacun s'est reconnu dedans. Maintenant, son application, Sophie aussi le disait tout à l'heure, on est revenu aux sources, mais les choses ont beaucoup changé depuis les sources, et donc on recadre les choses. Alors vous êtes en formation animateur socioculturel et éducation permanente, c'est magnifique. C'est vraiment, parce que dans ce qu'on nous disait tout à l'heure, effectivement, les travailleurs des centres culturels deviennent des pilotes de projet. C'est très technique et c'est chiant.
Il faut le dire. Faire un événement aujourd'hui, c'est de la paperasse et encore de la paperasse. C'est des rapports, c'est des autorisations, c'est les pompiers, c'est la sécurité, c'est le bourgmestre. Enfin, faire un événement, c'est passer des heures et des heures à régler tout ce qui est administratif. Il y a 20 ans, on était encore un peu délinquants et on pouvait passer à côté. Aujourd'hui, c'est impossible. Ce qui veut dire que si je prends la situation de mon centre, moi, je n'ai plus d'animateur. Je crois que j'en ai jamais eu, mais là, maintenant, c'est certain. Je n'ai plus que des techniciens de projet. On leur donne ce qu'on va faire et ils vous l'organisent. Et le vernissage est bien le jour qu'on a décidé. Et les verres sont là et tout est en règle. Et alors, quand on a besoin d'animateurs, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher ponctuellement, projet par projet. On ne peut pas faire autrement. Et c'est heureux quelque part, parce que quand on a un projet avec des enfants de 10 ans, par exemple, dans le scolaire, il vaut mieux avoir un jeune animateur. Qu'un animateur qui est là depuis 20 ans, un peu fatigué. Bon, donc ça nous donne la possibilité d'avoir des ressources. Mais d'où viennent ces ressources? Où est-ce qu'on forme aujourd'hui des animateurs socioculturels et en éducation permanente? C'est très rare. Et donc on se tourne vers l'artistique. Beaucoup d'artistes qui n'ont pas de job, etc., parce qu'on les a formés, mais il n'y a pas... je le disais dans la capsule, il n'y a pas... L'aval n'est pas prévu. Eh bien, ils viennent vers nous en disant, tiens, nous, ça peut nous intéresser de faire tel travail d'animation ou tel travail d'animation, et on les engage ponctuellement pour faire ce travail-là. Mais en même temps, ils n'ont pas vraiment, les artistes, la formation spécifique de ce qu'est le socioculturel, l'homme en société, le travail sur la citoyenneté, l'espace public, etc. Ils ont d'autres démarches, bien intéressantes aussi, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, mais pas pour être engagé, défini. Enfin, je dis pas pour être engagé. C'est un autre métier que d'être pilote de projet. Et ça, il faut aimer, quoi. C'est quand même un travail essentiellement de bureau, de régler des problèmes à longueur de journée. En revanche, le travail d'animateur, je pense qu'il y a de l'avenir, mais que c'est un avenir qui va être de passer d'un contrat à l'autre, d'un projet à l'autre, etc. Et ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus stable, évidemment. Mais bon, voilà. Voilà, une autre réaction dans la salle? Ou bien sur scène? Comme on est quelques-uns à être arrivés en retard, j'aurais juste voulu demander à Marianne Koplevitz, Édition du Souffle, qui étaient les deux personnes qui ne sont pas indiquées sur le programme, c'est-à-dire la dame en vert et vous-même. C'est juste, donc, comme voilà. Nous, on doit se présenter, qu'on est par ailleurs filmé. Bonjour Marianne, je suis Sophie Lévesque. Sophie Lévesque, voilà, ça me disait quelque chose. Voilà, non mais c'est important que tous les membres puissent se présenter, qu'on sache d'où ils parlent, parce qu'autrement ça... Oui, mais je pense que j'ai fait la présentation. Il n'y a que moi qui ne me suis pas présentée, mais je pense que j'ai fait la présentation de chacun en début, avant beaucoup. Les capsules. Et donc, moi, c'est Nadège Albaré. Je travaille chez Présence et Action Culturelle. Et voilà, je suis moi-même membre de la 3C et j'adore les centres culturels. Voilà. Ma question, c'est que dans ce projet autour de la mise en commun des centres culturels, je voudrais savoir si le Botanique avait été convié, Sophie. Qui est le plus gros centre culturel de la communauté française, c'est-à-dire celui qui prend les budgets les plus importants, ou si finalement on abandonnait tout débat autour de cette question, et autant que ce soit clair. Mais disons que la réforme ne concerne que les centres culturels qui étaient reconnus dans le cadre du décret du 28 juillet 92. Et donc le Botanique, les Halles de Scarbeck, le Manège, le Palais des Beaux-Arts de Charleroi étaient déjà sortis de ce cadre-là, s'ils y ont jamais été. C'est vrai que Philippe Grombert pourra peut-être nous raconter l'histoire des Halles aussi, qui est assez passionnante, mais qui a toujours été un petit peu à côté du cadre du décret centre culturel. Bon, la dynamique institutionnelle n'est pas la même,
les objectifs et les missions n'ont pas été les mêmes. Ce sont des structures qui ont leur logique propre. Et donc le botanique, qui a été à un moment rêvé comme le centre culturel des centres culturels, avec des missions de service et de mise en réseau des centres, c'est spécialisé petit à petit vers, comme centre des musiques actuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un rôle qu'il remplit avec efficacité, je l'espère en tout cas. Et voilà. Donc effectivement, le botanique ne fait pas partie de ce paysage qui est visé ici par la réforme, bien qu'il fasse partie du paysage de l'activité des structures soutenues par la communauté française, et donc on espère qu'il y ait une mise en réseau, évidemment. Justement, je vais peut-être ouvrir alors là une porte qui n'a pas encore été ouverte pour l'instant sur, tu parles le botanique, le centre culturel des centres culturels. Donc pour moi, développement territorial, ça rime aussi avec concertation et réseau sur le territoire. Donc j'aimerais bien aussi parler, vous relancer sur cette question-là, l'enjeu des mises en réseau et en concertation sur vos territoires peut-être respectifs comme exemple, et puis peut-être en discussion avec la salle. Oui, effectivement, en tout cas sur le territoire de la région bruxelloise, il y a 11 centres culturels qui sont reconnus dans le cadre de ce décret par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc ils partagent des missions et des enjeux qui sont précisément repris dans leur contrat-programme. Et comme le disait Lucien très très justement tout à l'heure, il n'y a pas un centre culturel qui ressemble à un autre centre culturel. D'où l'enjeu d'identifier ce qui nous relie fondamentalement et de voir comment une dynamique collective peut être mise en place sur un territoire aussi spécifique en ce qui nous concerne que la région bruxelloise. Et donc cette dynamique, elle est liée à ce que chaque centre souhaite développer localement, à la capacité qu'il a de développer des choses avec d'autres partenaires autour, d'autres communes, etc. C'est très important de comprendre aussi que ces dynamiques sont portées certainement par des équipes, mais des équipes qui sont en lien avec des pouvoirs locaux, des communes, qui sont en lien avec d'autres niveaux de pouvoir. Et moi, j'aime bien insister sur ces partenariats-là, qui ne sont pas des hiérarchies, mais qui, selon moi, et dans les échanges que l'on a, en tout cas au sein de cette concertation des centres culturels bruxellois, fait que c'est vraiment entre partenaires avec des outils différents qu'on peut développer des politiques culturelles de proximité, puisque c'est ça qui nous relie, si on fait un résumé quand même rapide, c'est cette politique culturelle de proximité qui implique un lien avec les gens, avec les associations, avec les publics fragilisés, défavorisés, et qui permet une multitude d'expressions différentes, que ce soit des événements, effectivement, c'est important de le rappeler, mais aussi des processus d'implication, des processus participatifs, on connaît tout ça. Donc cette démarche et cette exigence d'approche des pratiques culturelles et donc des droits culturels demande des métiers spécifiques et demande des échanges de savoir, de savoir-faire, et en ce sens, un réseau comme celui de la concertation des centres culturels est évidemment un lieu très important à mettre en œuvre, à développer, à enrichir, à consolider. Donc nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer cette concertation des centres culturels, d'autant que, évidemment, la perspective du nouveau décret nécessite de se mobiliser sur la redéfinition de ces enjeux, nécessite de se remobiliser sur les notions de territoire partagé, croisé, échangé. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, et cette concertation y travaille activement, en tout cas. Oui. Vous l'aurez compris, moi, quand on dit centre, ça m'énerve toujours un peu. Oui. La centralité, c'est quand même un principe qu'on peut facilement contester. Qu'avons-nous fait à Liège? On a remis en question l'hypothèse d'un centre culturel régional. Il n'y en a pas à Liège, il n'y en a jamais eu, pour toutes sortes de raisons très joyeuses, mais ça demanderait trop de temps.
Mais la figure du centre culturel régional, c'est-à-dire un centre qui de nouveau prend la position du centre, qui va s'occuper de sa région et qui va... On l'a remise en question de suite en disant, mais tout compte fait, sur un territoire comme l'arrondissement, puisque c'était la référence de l'époque, c'est l'arrondissement, maintenant ça n'est plus la réalité. Il y a plusieurs centres culturels, et si on fait le tour de ces centres culturels, pour quelques-uns, ils ont des spécificités, ce qu'on a appelé des pôles d'excellence. Et donc, en fait, on a créé un réseau qui reprend les 9 centres culturels de l'arrondissement de Liège. Je devrais dire 10 parce qu'on accueille aussi Herstal qui est en voie de reconnaissance. Et on pointe qui pourrait se mettre au service de l'ensemble, sur quelle matière. Parce que là-dessus, il a travaillé de manière particulière. Et c'est comme ça que Serein, par exemple, reprend ce qu'on appelle le pôle musique de la coopération. C'est-à-dire c'est lui qui, en matière de musique, devient le référent. Nous avons repris le pôle jeune public, parce qu'on a fait, on a fait là-dessus un travail tout à fait particulier. Et puis Chénier reprend les questions de société. Et ça devrait se développer encore, parce qu'il y a d'autres pôles qui peuvent encore voir le jour. Mais donc on est parti sur cette hypothèse, et c'est la réalité aujourd'hui, il y a un centre qui prend un objet et qui le développe pour l'ensemble, pour le nous tous. Mais il ne le fait pas seul, il le fait avec les autres centres culturels. Hein. Il ne s'agit pas de prendre le truc et de dire c'est à moi, je le garde. C'est de pouvoir mettre autour de la table les personnes dans les autres centres culturels qui s'occupent de ça. Donc, nous, on a une plateforme au Chirou qui reprend les animateurs, jeunes publics des autres centres culturels. Mais l'intérêt, et ça c'était le véritable gain qu'on pouvait avoir, c'est que quand on négocie comme centre culturel, qui dans le territoire est la commune, ça nous est assigné, ça, c'est le pouvoir communal qui est notre référence, et qu'on doit discuter avec les bibliothèques, la bibliothèque centrale. On est bien mis, nous, au Chirou, puisqu'ils sont au premier et nous au quatrième, donc on est dans le même bâtiment. La bibliothèque centrale, elle me dit, mais écoute, moi, Liège, c'est bien, mais ce n'est qu'une commune de mon territoire d'action. Moi, mon territoire d'action, disent-ils, c'est la province. Donc tu n'es pas un bon interlocuteur, comme interlocuteur spécifiquement en Liège, il faudrait en avoir d'autres. C'est déjà très différent quand on s'est mis en coopération, puisque là, on pouvait représenter un arrondissement. Mais on voit bien que c'est encore une limite et qu'aujourd'hui, il faudrait mettre autour de la table Louis et Verviers pour être sur le même niveau territorial que la bibliothèque centrale. Mais c'est vrai par rapport à d'autres acteurs. On discute avec la Fédération des maisons de jeunes, qui a son secrétariat à Liège. Mais eux, ils sont sur un territoire qui est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors parler en tant que centre culturel à la Fédération était évidemment aussi complexe. Ça devient différent quand on peut parler en tant qu'arrondissement. Parce qu'ils ont des responsables régionaux avec qui alors on peut discuter, parce qu'on est sur le même niveau de territoire. Bien, je peux multiplier les exemples avec les jeunesses musicales, avec toute une série de partenaires dont la référence n'est pas la commune, mais beaucoup plus largement inscrits sur des territoires qui sont provinciaux ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Eh bien, le fait de coopérer, de se mettre sur un territoire plus large, nous a permis de devenir l'interlocuteur d'une série de partenaires avec lesquels on travaille concrètement. Hein. Il ne s'agit pas de discuter pour discuter. Donc si je prends le jeune public, c'est avec la bibliothèque centrale que les Chirous construisent chaque année une exposition avec un illustrateur qui est choisi par la bibliothèque et le centre culturel, pour passer après à la coopération qu'il fait tourner sur l'arrondissement, cette exposition, avec les animations qui vont avec, etc. Et qui parfois passent les frontières parce que ces expositions nous sont demandées par d'autres partenaires. Qui sont ces partenaires? Ce n'est pas nécessairement des centres culturels. C'est souvent aussi aujourd'hui des bibliothèques. Et on a poussé, parce qu'on souhaitait que ce soit le cas, le fait à chaque fois que si la bibliothèque nous le demandait, on les renvoyait vers leur centre culturel en disant si vous pouviez le faire ensemble, ça nous arrangerait bien. Parce que c'est ça qu'il faut dessiner comme politique demain. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité, une dynamique qui s'est installée, en tout cas sur le territoire de la province de Liège, mais je crois que ça commence à faire aussi des petits ailleurs. On essaye de faire la même chose côté musique, et on vient de commencer le pôle avec Chénier, question de société,
pour ne pas non plus que chaque centre culturel, puisque c'est inscrit aujourd'hui dans le décret, il faut travailler sur des questions de société, que chaque centre définisse sa question de société. Enfin, une question de société, elle peut être commune, partagée sur des territoires qui sont plus larges. Si on est dans la région liégeoise, il y a quand même quelques questions qui ne touchent pas que Liège-Centre, enfin, mais qui touchent un territoire beaucoup plus large, des mutations économiques, culturelles, des hybridations qui jouent sur des territoires plus larges. Et donc moi je suis convaincu que cette coopération, et elle prend d'autres formes ailleurs parfois, ce n'est plus une possibilité du décret, c'est une nécessité si on veut aller dans le développement. Autrement, si on reste sur nos réalités locales, on n'y arrive pas. Une réaction dans la salle, Matteo Segers. Oui, bonjour Mathéo, je suis directeur de l'association des centres culturels. J'ai 2 questions provoques. La première, voilà, on a parlé tout à l'heure des instances d'avis. Il se trouve que moi, voilà, je suis professionnel du secteur, je vois le secteur qui fonctionne bien, qui se connaît bien, qui est solidaire. Entre acteurs de centres culturels, on comprend très bien ce qu'on fait, et en plus, on comprend très bien ce que les autres font, puisque on est toujours à la croisée avec des artistes, d'autres opérateurs du secteur, etc. Mais, comme je le disais, je suis dans une autre instance d'avis, pour ne pas la nommer, qui est celle du conseil d'art dramatique, où j'ai l'impression que là, les personnes ne comprennent pas du tout ce que font le secteur. Et donc, je crois qu'il y a encore un grand travail à mener pour réexpliquer, continuer à expliquer c'est quoi le rôle de la centre culturelle, non pas qu'à travers nos premiers publics, donc les personnes qui fréquentent les centres culturels, les artistes, mais aussi à travers les autres grandes institutions. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu en recul, en fait, par rapport à ça. On a parlé tantôt de Philippe Grombert, qui est dans la salle, et qui faisait partie de ces personnes qui comprenaient tout le développement des différentes tendances culturelles dans notre pays. Mais maintenant, avec les nouvelles générations, par exemple en art de la scène, il y a un creux qui est en train de se créer, très clair. Il y a une distance. Première question, comment est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que vous préoccupe? Deuxième question, je trouve que dans la présentation que Lucien a fait sur l'idée de donner des thématiques, par exemple, à certains stands, c'est très intéressant. Mais là, j'ai une question de vécu. Une compagnie jeune public qui n'est pas soutenue ou programmée, par exemple, au Chirou, se voit tout d'un coup fermer complètement tout le territoire liégeois, parce que l'argument qu'on lui demande quand on contacte les programmateurs, c'est lui dire « Est-ce que les Chirou vous programment? Non. Pourquoi on vous programmerait ?» Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là un écueil? C'est réel. Hein. Donc, et paradoxalement, même compagnie va à Namur. Namur, il y a également une plateforme. Vous êtes pris, boum, blam, vous tournez partout. Donc, est-ce qu'il n'y a quand même pas tout de même un écueil à identifier dans ces responsabilités pour assurer que sur le territoire, il y ait quand même des entrées possibles et assurer en tout cas une diversité? Oui, sur la question de la communication des centres culturels et de la porosité entre les enjeux des centres culturels et ceux d'autres secteurs. Mais oui, le nouveau décret a tenté d'ouvrir des passages, en tout cas, vers les secteurs, à travers... C'est une espèce de mise en risque aussi, puisque les dossiers des centres culturels qui portent des spécificités en termes d'esthétique ou en termes d'enjeux, etc., vont avoir une double lecture, vont être soumis à une double lecture des instances d'avis. D'abord un passage en 3C pour ce qui concerne la cohérence du projet global en termes d'enjeux de centres culturels. Et puis il y aura une deuxième confrontation à des avis plus sectoriels, puisque les dossiers seront soumis à avis des instances compétentes, que ce soit le Conseil d'art dramatique, le cas échéant, ou d'autres. Et là, on espère qu'il y aura un dialogue entre les différents enjeux, puisque ce dossier devrait être examiné à ce moment-là sous l'angle des principes généraux des secteurs. Alors, les principes généraux des secteurs, ça n'est pas la législation en vigueur bête et brutale qui s'applique avec des critères parfois très exclusifs, en termes notamment d'artistes professionnels, etc., et de critères très fermés. Mais ce sera vraiment interroger quels sont les principes généraux des secteurs.
Et voilà, là on espère qu'il y aura vraiment un dialogue qui va s'instaurer, donc que ça aille dans les deux sens, une réciprocité d'intérêt et peut-être une contamination des enjeux des uns par les autres. En tout cas, une mise en cohérence. C'est un défi. Oui, on verra comment ça se passe aussi. Hein, ce sera accompagné. Mais c'est vrai que les secteurs artistiques, par exemple, ignorent souvent ce que c'est qu'un centre culturel. En fait, on voit le centre culturel parfois comme une scène. Ah bah oui, il programme autant. Oh, ben il programme pas beaucoup de danse contemporaine. Il me semble que là, ce petit centre culturel-là, il pourrait faire davantage en termes de diffusion de la musique classique. On voit toujours ça sous un angle très, très particulier. On ne voit pas l'ensemble du projet et pourquoi, à cet endroit-là, non, pas particulièrement de musique classique, ben non. Mais voilà. Il faut ouvrir le dialogue, quoi. Donc, Lucien, est-ce que quand on n'est pas diffusé chez toi, on ne peut pas aller chez les autres? C'est normal. Enfin, je suis content d'apprendre que ça marche. Non, enfin, l'information que tu as ne doit pas être correcte parce qu'elle m'effraie un peu. Tous les centres qui font partie de la coopération gardent une parfaite autonomie sur leur programmation. Ils n'ont pas besoin de passer par les chirous pour programmer quoi que ce soit. Romina est là, elle peut confirmer, je pense, la chose. Donc nous programmons de manière autonome au Chirou, comme les autres centres programment de manière autonome. Maintenant, il y a des animateurs, directeurs ou des membres d'équipe de tout petits centres culturels qui n'ont pas la capacité d'aller à oui, qui n'ont pas la capacité d'investir, parce que c'est des toutes petites équipes, et donc elles reviennent vers nous. Et quand je dis vers nous, il faut toujours bien comprendre que quand on dit que c'est les Chirous qui portent le pôle, c'est avec les animateurs des autres centres culturels, et que quand on se réunit, c'est pas les Chirous tout seuls, c'est les Chirous avec les 9 autres centres, parfois moins parce que bon, ça demande du temps, etc. Mais le principe est celui-là. En revanche, nous avons plutôt centralisé les demandes d'aide à la création, parce que la pratique des compagnies était de faire le tour de tous les centres culturels et d'essayer d'obtenir de chacun des centres un petit bout, sans que l'autre ne sache que la demande était déjà faite à tel ou tel endroit. Donc on a essayé d'instaurer le fait et de dire aux compagnies, si vous voulez une aide à la création, passez par la coopération, ne fût-ce que parce que budgétairement, la coopération pourra mettre un budget que chacun des centres ne sait pas mettre. Mais cela n'empêche que, par exemple, si la coopération dit non, on ne soutient pas tel projet, parce qu'il faut bien faire des choix à un moment donné, libre à chaque centre culturel de le prendre et de dire, moi, je soutiens. Donc je ne comprends pas bien l'écho que tu as eu, parce que franchement, ça n'est pas du tout dans les pratiques. On veut garder simplement un lieu où on coopère et où on se concerte, mais sûrement pas un lieu qui dit maintenant vous passez par telle ou telle fourche caudine. Cela dit, c'est aussi des questions de courage. C'est-à-dire que la troupe qui reçoit un avis défavorable de la coopération pour X nombre de raisons, quand elle téléphone alors à chaque centre culturel, c'est courage, fouillons, c'est les Chirous. Hein, ça, je peux imaginer que ça se passe. Mais ce n'est pas du tout dans les pratiques. Par rapport à ta première question, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est la légitimité du champ socioculturel. Les centres culturels sont dans le champ socioculturel comme d'autres, comme la maison de jeunes, etc. Je vois bien dans les formations que je peux donner, quand on demande simplement mais qu'est-ce qui est l'enjeu du socioculturel ? Il ne faut pas aller au théâtre ou il ne faut pas aller en art plastique pour se rendre compte que pour la plupart des acteurs, c'est un peu de social et un peu de culturel. Mais non, évidemment, c'est pas ça l'enjeu. Et donc, si le secteur lui-même n'est pas au clair sur qu'est-ce qui est son enjeu légitime au sens où l'environnement lui reconnaît cet enjeu-là, ben, comment voulez-vous alors que les autres partenaires puissent identifier l'enjeu? Alors, si, je le disais dans la capsule, l'enjeu, c'est la citoyenneté et permettre au plus grand nombre d'occuper l'espace public, pas la place, hein, l'espace public pour dire et pour faire la loi. C'est ça la question de la citoyenneté active, critique. Si c'est ça l'enjeu, est-ce que cet enjeu est encore
bien vu aujourd'hui dans le paysage de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je dirais de manière générale en Occident. Permettre aux citoyens de dire que ça ne va pas et qu'il faut faire autre chose. Est-ce que ça, c'est encore bien vu? Je disais tout à l'heure, le politique se mêle d'action culturelle, mais moi je vois bien que les politiques, quand on fait un vrai travail sur la citoyenneté, disent, vous faites des spectacles, hein, et c'est déjà un côté très, très humiliant pour le spectacle. Hein. Faites ça, faites de l'amusement en gros, laissez-nous la citoyenneté. C'est la responsabilité du politique de travailler la citoyenneté, c'est pas la responsabilité du culturel. Et quand on met culturel, alors on parle artistique, l'œuvre, etc. Mais sûrement pas le socioculturel au sens vraiment de l'homme en société. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté qui est plus large que simplement les centres culturels, qui est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui qui non seulement est reconnue, mais souhaitée pour permettre au plus grand nombre d'occuper l'espace public et de dire ce qu'il y a à dire. Je suis convaincu que oui, mais que ça ne va pas se faire facilement. Ah, oui, Jacques-Yves et puis Jacques. Moi, en complément de ce que Lucien vient d'exprimer, j'ai envie de dire que si il faut absolument amplifier si le politique se préoccupe de la dimension d'implication citoyenne des habitantes, des habitants, je pense qu'il est très important que nous nous occupions de la dimension artistique des politiques. Et là, il y a un enjeu puissant qu'il faut absolument développer. Voilà. Voilà. Jack ? Oui, bonjour, Jack Houssin, président de l'Association des centres culturels et vice-président du centre culturel régional du centre à la Louvière. Alors peut-être une première précision, bien que nous soyons tous entre amis et frères, je tiens à préciser que je parle ici, comme on dit en anglais, in private capacity, c'est-à-dire à titre personnel, pour que les choses soient claires, parce que je vais dire des choses qui risquent d'un peu choquer, parfois ici ou là. Alors, la première question porte en fait sur la mise en œuvre du décret, et l'interlocuteur normal qu'on aurait pu espérer voir maintenant ici, ce serait quelqu'un du cabinet de la ministre. Et donc, néanmoins, le problème qui est posé est celui de l'arrivée effective, de l'adoption effective des arrêtés d'application. Donc, je ne sais pas ce que dont Sophie est informée, mais évidemment, nous avons une échéance qui est très courte, puisque nous sommes à J-57. Donc, dans 17 jours, on dissout les parlements, et donc, effectivement, plein de choses ne se feront plus. Bon, point d'interrogation. Mais ceci étant, qu'apporte le nouveau décret ? Il apporte effectivement une reconnaissance d'une action culturelle. C'est là la grande différence avec 92, où c'était des structures qui étaient reconnues. Et donc, ça ouvre à la fois des champs beaucoup plus grands et des défis tout autant plus grands. Et là, je dois dire que je vais repartir notamment de l'intervention liminaire de Jacques-Yves Ledoct. Le problème des moyens, des équipes, enfin, quand on parle des équipes, ça veut dire on parle de moyens, on parle de sous, on ne parle pas d'autre chose. Et comme chacun sait, probablement ou pas, les subsides sont dans leur immense majorité bloqués depuis 2011, 2010-2011, suivant les cas, et nous sommes donc bientôt au milieu de 2014. Nous avons une période de transition qui permettra peut-être de résoudre cette question, mais néanmoins, il y a le problème est celui... Est-ce que l'analyse partagée va se faire en se retrouvant tous ensemble au Resto du Cœur? Point d'interrogation. Donc j'ai bien dit que je parlais à titre personnel. Au Resto du Cœur, parce qu'au Resto du Cœur, effectivement, on mange ce qu'on reçoit. On ne mange pas ce qu'on a choisi nécessairement. On n'a pas les éléments effectivement constitutifs. Donc c'est pas pour aller nécessairement effectivement dans un grand restaurant à 3 étoiles, mais néanmoins c'est une question, je crois, fondamentale. Alors la question de la transition permettra aussi de mener peut-être tous les débats qui sont entamés aujourd'hui, ce midi. Par exemple, le titre c'est « Les centres culturels au cœur du développement culturel territorial ». Alors c'est « au cœur » ou « le cœur ». C'est pas la même chose. Un centre culturel est-il un ensemblier, suivant un jargon déjà utilisé antérieurement? Deuxième point d'interrogation. Donc je crois que c'est un appel effectivement à ce que des débats se déroulent
Bah, la période de transition me permettra sans doute de le faire, je l'espère de tout cœur. Et donc, à partir de là, on pourra aborder, je pourrais parler pendant un quart d'heure, j'ai une très mauvaise réputation en la matière, donc je vais m'arrêter dès que possible. Mais néanmoins la question qui a été abordée dans la capsule de Lucien Barrel par rapport aux pouvoirs locaux, et notamment dans ce contexte de misère, des pouvoirs locaux aussi. Effectivement, si à Aulne, par exemple, il y a des manifestations du personnel communal parce qu'on va licencier 6 personnes parce que la commune a des problèmes financiers graves, ce n'est pas une spécificité d'Aulne, c'est un exemple parmi d'autres. Toutes les communes sont là, donc effectivement, le retrait des soutiens à l'action culturelle en est un. L'autre, c'est évidemment une tendance à la reconcentration de l'action culturelle au niveau du pouvoir local. Quand Lucien, dans son intervention maintenant en salle, disait « bon, si on va les demander aux gens ce qu'ils veulent, aïe, 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 on va au suicide », effectivement, il y a des gens, des mandataires publics, qui, quant à eux, disent « nous, on sait ce qu'ils veulent, pas ce que vous faites, bien entendu ». Et donc là, c'est un ensemble de débats et de contradictions sur lesquelles, je crois, il faudra sans doute pouvoir revenir pendant les mois qui viennent. Mais néanmoins, pour terminer sur un ton moins sombre, peut-être, le décret ouvre effectivement des possibilités de débat qui n'étaient pas là, qui n'ont pas été faites depuis une vingtaine d'années, même s'il se place dans un contexte, malheureusement, où, si on était en 1992 pour débattre des choses actuelles, nous ne serons pas dans le même contexte financier et problématique. Merci. Donc, une analyse partagée au Resto du Cœur, les centres culturels au cœur ou le cœur du développement territorial. Jacques-Yves ? C'est une excellente idée, les Restos du Cœur. Non, mais bon, moi j'ai juste envie de dire une chose, c'est que c'est peut-être, je réagis juste sur une expression, parce que c'est quelque chose qui m'a touché à la fois quand tu l'as exprimé, Lucien, tout à l'heure, et quand tu le reprends, Jack, il y a quelques secondes, c'est demander aux gens ce qu'ils veulent. J'ai envie de juste réagir à ça. Moi, je pense que la question ne se pose pas comme ça, en fait. Ma manière et l'idée de l'analyse partagée, c'est aussi de voir ce qu'on fait ensemble. Et je pense que ça pose les questions vraiment autrement. Voilà, j'avais juste envie de réagir par rapport à ça. C'est voir ce que l'on fait ensemble et comment on le fait ensemble. C'est ça l'aspect participatif, c'est ça aussi la connexion à l'action citoyenne, c'est l'implication, et c'est ça l'ouverture d'espaces de construction collective possible. Je pense que il y a un enjeu là qui se définit autrement, quoi. Et donc sans doute que vous savez, moi, ce que je perçois maintenant dans nos échanges, c'est quelque chose que j'observe assez régulièrement aussi, c'est qu'on a tous nos parcours, nos chemins, nos expériences de l'endroit où nous sommes, suivant qu'on habite près de la rivière, au cœur de la forêt, ou bien dans une zone plus désertique, suivant qu'il y a une grande densité de population, qu'on est 5, qu'il n'y a personne autour, etc. Bref, tout ça, ça nous donne vraiment des éléments qui structurent notre perception de la réalité. Et je veux dire, on n'échappe pas à ça. Et ça construit notre système. Et donc forcément, on part de ça. Et l'enjeu essentiel dans nos rencontres, que ce soit ici, ailleurs, dans le travail qu'on fait, c'est de veiller à ce que notre système et nos réflexes de pensée et de construction ne s'imposent pas comme des vérités, évidemment, mais qu'elles puissent être remises en question. Et je pense vraiment que là, c'est ça qui se passe au niveau de tout un secteur. C'est on va s'arrêter un peu, on va reposer les questions, et d'où l'enjeu de poser les bonnes questions, évidemment, aussi. C'est tout un travail, aussi, d'identifier les questions à poser, à qui, comment est-ce qu'on entend les réponses, qu'est-ce qu'on fait avec ces réponses. C'est vraiment, c'est pas simple, mais il faut y aller, je crois, avec humilité, sans détenir la vérité. Or, on est quand même construit par les études qu'on a faites, le milieu dont on est issu, etc. Ce sont des grandes balises que j'évoque maintenant, mais elles sont déterminantes par rapport à notre capacité de curiosité, d'ouverture d'esprit, de remise en question. Ce sont des éléments fondamentaux à garder à l'esprit. Et le plus difficile, évidemment, c'est de concilier ça avec les valeurs qu'on ne veut pas lâcher, évidemment. Donc il y a un juste équilibre d'équilibriste à trouver. Une autre réaction par rapport à l'intervention de Jack ? Sur la question du décret et des moyens, la question n'est pas nouvelle.
j'ai envie de dire depuis 1980, quand on a créé la communauté française de Belgique, on savait que le système de financement de la communauté ne permettrait pas de rencontrer les politiques qu'elle avait en charge. Et ça s'est démontré, et la communauté passe de plus en plus de compétences vers les régions, etc., parce qu'elle se rend bien compte qu'elle n'y arrive pas. Et face à l'enseignement, ce n'est pas la culture qui va avoir la priorité. Enfin, voilà. Dans les centres culturels, le problème n'est pas né avec le décret, le nouveau décret, le problème existe déjà. Aujourd'hui, il y a une série de centres qui n'arrivent plus à boucler leur budget et qui sont en récession. C'est le cas aujourd'hui, alors qu'on est toujours sur l'ancien décret. Donc le problème, il est structurel. Il n'est pas lié au cadre. Alors on peut espérer qu'un nouveau décret donne un petit bol d'air frais, mais ça ne va rien résoudre. Le problème, il est fondamental, c'est qu'il faut revoir la manière dont la communauté française est refinancée. Ça, je ne le vois pas venir, comme dirait l'autre. Hein. Pourtant, on peut avoir quelques capacités d'anticipation, mais là, franchement, je n'y vois pas clair. Alors, c'est tout le débat sur la régionalisation ou pas de la culture. Enfin, le cadre général, c'est que les régions, maintenant, avec les réformes de l'État, vont avoir des charges importantes et le budget ne va pas suivre. Donc, le contexte n'est pas favorable. Et tu le disais, les communes beaucoup de communes aujourd'hui rencontrent de véritables difficultés. Si je prends notre territoire proche, Serein, la fermeture d'Arcelor, c'est une catastrophe au niveau de leur budget. C'est la même chose pour Oupé. Bon, alors, face aux citoyens qui connaissent déjà la crise d'une fermeture importante au niveau de la sidérurgie, priorité, c'est quoi? Le social ou la culture? Je vous laisse répondre, mais on sait bien ce que va être la réponse. Et donc, c'est un peu la difficulté, je pense, dans laquelle on va être. C'est qu'il faut réfléchir et faire bouger nos structures alors qu'on est dans un tournant de crise économique comme on ne l'a jamais connu, et que ça va être antinomique, si vous voulez. On va avoir en permanence, et c'est déjà le cas, on a commencé à travailler sur le nouveau décret, et que ce soit les partenaires ou l'équipe, ils nous disent « Mais enfin, si on doit faire tout ça, alors qu'on n'a plus les moyens de l'action. Hein. Aujourd'hui, moi, mon centre culturel, quand j'ai payé les charges structurelles, j'ai plus un franc. Donc c'est les activités qui doivent financer les activités. Enfin, vous imaginez, c'est impossible. L'année prochaine, on sera en déficit, donc les activités devront financer le structurel. Mais il y a des centres aujourd'hui qui sont déjà largement dans cette situation-là. Mais c'est vrai en centre de jeunes, c'est vrai. Ça, c'est une réalité avec laquelle on va devoir composer. Alors les restos du cœur, oui, je pense qu'on n'aura pas le choix. Invendu mais pas perdu, là, vous voyez, c'est aussi une bonne perspective. Hein. Voilà. J'ai déjà entendu ça quelque part. Nous arrivons tout au bout du débat. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions ? Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Mélodie Faure, je suis stagiaire à l'ACC, donc à l'Association des centres culturels, et je fais un master en gestion culturelle à l'ULB. Donc ma question, c'est par rapport au nouveau décret, donc vous l'avez dit, ça remet en question l'action culturelle des centres, et on parlait des moyens. Est-ce que aussi c'est pas le moment de se demander si les moyens financiers ne doivent plus sortir du public mais du privé ? Si effectivement, on ne blâme pas, mais vu la situation économique, voilà, on sait très bien que la communauté française ne va pas augmenter ses subsides, malgré les nouvelles dispositions du décret. Mais est-ce que la remise en question ne se fait pas aussi à ce niveau-là, de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer petit à petit à se demander si on ne pourrait pas compter sur autre chose que sur le public? Voilà. Alors, qui souhaite répondre à... Je crois qu'on le fait déjà. Mais pour ça, il faut... Quand on est confronté au privé, je ne parle pas de la boucherie du coin qui va vous donner quelques centaines d'euros pour avoir un encart dans votre mensuel.
C'est déjà plus le cas. Bon, mais si on veut avoir, par rapport à des projets un peu importants, le rapport du privé, c'est possible. Mais ça doit être sur une échelle importante. C'est-à-dire que si l'événement, c'est un événement local, etc., le privé ne répond pas. Forcément, les groupes privés ils vont être sur des événements qui touchent des territoires beaucoup plus larges. Alors ça commence, à mon avis, du côté de la province, et puis ça se termine à un niveau international. Et là, c'est une difficulté qui peut être rencontrée par les synergies, justement, et le développement de projets qui sont un peu plus intégrés. Mais le danger, toujours, du financement privé, c'est quel va être l'impact de ces financements sur les politiques culturelles en tant que telles. C'est-à-dire, qu'est-ce que le privé va souhaiter comme politique culturelle? Je ne suis pas sûr qu'on va être sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est un débat de fond, ce n'est pas un débat économique, si vous voulez. Alors, une dernière réaction? Bonjour, donc moi c'est Pablo, je suis aussi étudiant en animation socioculturelle et en fait je voulais savoir si, donc, que ce soit le privé ou le public, est-ce que tout ce qui s'apporte maintenant avec les économies collaboratives, le crowdfunding, tout ça, est-ce que ça pourrait aussi relancer un petit peu le secteur culturel ou être objet à expérimentation pour revitaliser les centres culturels? Oui, le crowdfunding et compagnie, c'est très intéressant. Il y a des expériences qui sont en cours. Et bon, oui, au Hall de Scarbeck, ils ont tenté l'expérience il n'y a pas si longtemps. Mais on voit malheureusement que le financement participatif et compagnie est souvent capté par des gros projets, en fait. Et par des artistes qui ont déjà une renommée installée. Et donc, ce n'est pas toujours extrêmement bénéfique pour des petits projets ou pour des projets à un échelon plus petit. Donc voilà, malheureusement, toutes ces questions de financement privé se heurtent toujours à des logiques de rentabilité et de seuil parfois aussi. Bon, c'est vrai que tu parlais du fait qu'on n'arrivait pas à capter des financements privés en dessous d'un certain seuil d'événements, etc. Mais les logiques sont fort différentes aussi. Et je crains que malheureusement, on ne trouve pas de salut à l'action culturelle dans le financement privé. Bon, ce ne sont pas toujours les mêmes logiques. Et on n'aura pas, même un financement participatif à ses limites. Pardon, bon, c'est vrai que c'est en pleine recherche. Hein, on ne sait pas très bien ce que les gens sont prêts à pourquoi ils seraient prêts à investir dans tel ou tel projet de manière plus volontaire et participative. Bon. Ouais. Pour le cinéma, ça a bien marché. Oui, pour le cinéma, effectivement, ça a bien marché. Le tax shelter, ça fonctionne. Mais on est dans les industries culturelles, c'est un peu différent. Et ça fonctionne surtout pour les grosses productions et beaucoup moins pour les petites. Donc oui. Donc je disais, Flaget a trouvé un financement privé, tout comme le concours Reine-Elisabeth. Bon, Reine-Elisabeth, c'est une vision internationale, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste pour Flaget, il y a les Friends of Flaget qui sont juste des mécénats de personnes privées qui peuvent investir à concurrence de X et X 1000 euros, etc., pour des avantages, et en même temps qui sont déductibles fiscalement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-bas, et j'ai oublié le nom du responsable du concours Reine-Elisabeth qui expliquait très bien que c'était une des choses principales à faire, qui était d'aller vers le social et de comprendre qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent investir dans le culturel et qui peuvent trouver un intérêt à le faire en dehors du financement, en dehors de l'impôt, je veux dire. Voilà. Je voulais juste... Voilà, on arrive tout doucement au terme de ce débat. Donc c'est vrai que nous sommes à l'aube de la sortie des arrêtés du nouveau décret. Et comme Sophie le mentionnait en début de débat, c'est vrai que le nouveau décret est plutôt synonyme d'un retour à un référentiel commun avec le développement territorial et les droits culturels qui sont au centre de ce nouveau décret. Mais même si c'est un retour à ce référentiel commun, il sera exigeant en termes d'adaptation de tous, en termes d'animation, en termes de partenariat, en termes de retrouver notre légitimité au cœur du champ socioculturel
culturel, d'articulation entre les champs politiques, culturels et social. C'est un moment où on devra réfléchir et faire bouger nos structures dans un contexte économique de crise, oser l'audace d'un nouveau cas, d'un nouveau questionnement, nous laisser étonner et nous laisser entendre aussi des choses que nous n'avions pas l'habitude d'entendre. Voilà une toute petite conclusion qui n'est pas aussi pertinente que toutes les réflexions que nous avons entendues ce midi. L'ensemble de la captation de ce débat, tout comme des autres débats, seront mis en ligne sur le site de PAC. Donc si vous souhaitez écouter ou réécouter. La prochaine rencontre dans le cadre de Culture 2014 qui aura lieu ici à Bruxelles, ce sera sur les financements des institutions soutien à la création David contre Goliath, le 10 avril. La semaine prochaine, nous serons à Charleroi avec un débat sur la revitalisation urbaine mercredi soir et vendredi midi sur l'évolution des pratiques autour de la lecture publique. Et en fait, en prime, nous aurons le même débat sur la revitalisation urbaine, mais version bruxelloise dans le cadre du parcours d'artistes de Saint-Gilles au mois de mai. Donc voilà, toutes les informations seront sur notre site de PAC. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Je remercie encore nos interlocuteurs, Lucien Barrel, Jacques-Yves Ledoct et Sophie Lévesque. Et j'en profite encore une fois pour excuser, en fait non, pour la première fois, Justine Dandois, qui devait être là aujourd'hui, mais qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, animatrice, directrice du Centre culturel régional de Oui. Voilà, qui manifestait pour l'emploi. Voilà.